Alors, merci à tous d'être venus connectés. J'ai vu quelques noms s'afficher que je connais et ça me fait très plaisir de vous voir ici connectés. Je propose ce webinaire pour qu'on puisse parler de chirurgie conservatrice du kératocone. Plutôt que de faire quelque chose de très formel, un cours magistral, on va plutôt montrer quelques exemples cliniques. Et à partir de chaque exemple, on va voir un petit peu la leçon qu'on peut tirer et voilà, apprendre à partir de l'exemple. Donc là, il y a une dizaine de cas cliniques. On va couvrir un certain nombre de situations et c'est loin d'être exhaustif parce que l'intérêt du kératocone, c'est justement que toutes les situations sont très différentes les unes des autres. Mais encore une fois, il y aura d'autres sessions par la suite qui permettront, à travers d'autres exemples, d'apprendre de chaque exemple. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas vous avoir en direct de vive voix, parce que c'est toujours plus sympa d'avoir des questions en direct, de pouvoir y répondre, de voir le visage des gens. Mais bon, pour le moment, c'est ainsi. Voilà, donc c'est un petit peu comme si on se promenait à travers une consultation et qu'on va faire défiler un petit peu les cas cliniques les uns après les autres et voir qu'est-ce qu'on peut tirer à chaque fois. Alors, avant de démarrer les cas cliniques, juste un petit rappel. Si on veut bien comprendre la chirurgie conservatrice du kératocone, c'est important de comprendre le rapport qui existe entre la géométrie de la cornée et la vision, parce que c'est justement sur la géométrie de la cornée qu'on va pouvoir agir pour établir une vision correcte. Donc, de la même manière qu'en chirurgie réfractive, on va remodeler très précisément, à l'aide du laser excimer, la géométrie de la cornée pour corriger très précisément une amétropie sphéro-cylindrique. Eh bien, quand on a un kératocone, c'est un petit peu le même principe. On va chercher à analyser et à corriger la géométrie de la cornée, la déformation kératoconique, pour rétablir le plus possible, normaliser le plus possible la vision, et en termes de meilleure acuité, et en termes de réfraction. Donc les outils qu'on a à notre disposition, c'est un petit peu les mêmes que ceux qu'on a en chirurgie réfractive, à savoir le laser, qui est utilisé en mode topo-guidé pour régulariser la géométrie de la cornée, et les anneaux intracornéens, méthode additive, qui au départ, avant d'être utilisé pour le kératocone, était utilisé pour corriger les faibles myopies. Et plus accessoirement et de manière plus rare, on a les implants FAC de type ICL. Donc le double objectif, quand on a un kératocone, ça va être d'une part d'améliorer la vision en régularisant la cornée, et d'autre part de stabiliser l'évolution, si toutefois le kératocone est évolutif chez les très jeunes patients. Pour régulariser la cornée, on dispose de deux méthodes, une méthode additive que sont les anneaux et une méthode ablative qui est le laser topo-guidé. Le laser sur une cornée kératoconique est systématiquement associé à un cross-linking, même si le kératocone n'est pas évolutif, de manière à éviter que celui-ci se mette à évoluer sous l'effet du laser. Ces deux méthodes cornéoplastiques sont utilisées d'une manière séquentielle dans le temps, à quelques mois d'intervalle, en commençant par les anneaux intracornéens. Donc, on va tout de suite attaquer un premier cas clinique. Il s'agit d'un jeune patient de 22 ans qui a une meilleure acuité effondrée à 3/10, avec un kératocone très avancé, puisque son Kmax est à 60. C'est sur le Kmax, essentiellement, qu'on peut voir le stade du kératocone. Donc, qu'est-ce qu'on va faire chez ce patient? Si on analyse sa réfraction, on voit qu'il a un très fort astigmatisme direct, et on voit qu'il est faiblement myope, puisque son équivalence sphérique est environ de -3, -4. Donc, on va, dans un premier temps, utiliser les anneaux intracornéens. Quels anneaux utiliser chez ce patient? Donc, on sait que la longueur angulaire des anneaux est un paramètre important qui conditionne l'effet des anneaux, soit d'aplatissement, quand on va vers un anneau plutôt circulaire, soit au contraire torique, quand on va vers un anneau de longueur angulaire courte. Donc ici, on n'a pas besoin d'aplatir beaucoup, puisqu'on a un patient faiblement myope, -3, -4. En revanche, on a un très fort astigmatisme, qu'on va chercher à corriger avec des anneaux de longueur angulaire courte, et donc deux anneaux de 120 degrés qu'on va positionner de part et d'autre sur le méridien horizontal. Et alors donc on va chercher à analyser quel va être l'impact de ces anneaux chez ce patient, quel va être l'effet thérapeutique de ces anneaux sur ce patient. Et donc avant de donner le résultat qu'on obtient avec ces anneaux, on va chercher à comprendre quel est l'effet des anneaux, aussi bien sur la géométrie de la cornée, donc sur les paramètres kératométriques, pachymétriques, que sur les paramètres visuels, réfractifs et meilleure acuité. Donc, c'est un exercice que je vous propose, parce que si on veut bien manipuler les anneaux, c'est important, non pas d'appliquer bêtement les préconisations du nomogramme, mais vraiment, quand on pose un anneau, de comprendre chaque anneau
qu'est-ce qu'il va faire et quel sera l'impact de cet anneau sur la cornée du patient anatomiquement et sur la vision du patient en termes de meilleure acuité et en termes de réfraction de cylindres et de sphères. Donc, dans la colonne de gauche, vous avez les paramètres préopératoires avec la carte topographique préopératoire. Dans la colonne du milieu, on va mettre ce qu'on va anticiper, parce que finalement, quand on a un patient en consultation, avant même de lui poser les anneaux, quand on a un peu d'expérience, on sait anticiper, on sait à peu près, avec une marge d'erreur bien sûr, on sait à peu près qu'est-ce qu'on va obtenir. De la même manière que quand on pose un implant pour une chirurgie de la cataracte, ou quand on fait une chirurgie réfractive, on a une idée assez précise de ce qu'on va obtenir. Et bien là, avec les anneaux, c'est pareil. Avant même de poser les anneaux, on sait à peu près ce qu'on va obtenir. Donc c'est ce qu'on va remplir dans la deuxième colonne. Et puis dans la troisième colonne, on va confronter les résultats réels qu'on a vraiment obtenus avec ce qu'on avait anticipé. Donc, en termes de meilleure acuité, on a 3e au départ. On sait que quand on pose 2 anneaux, on a tendance à pas beaucoup améliorer la meilleure acuité. Donc 3/10, on va passer à 4 ou 5/10. En termes d'équivalence sphérique, on a vu que ces anneaux vont relativement peu aplatir la cornée, donc on va relativement peu corriger la myopie. Donc on va réduire un peu la myopie d'environ -3. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on projette. La réfraction, on sait qu'avec ces anneaux, on va surtout beaucoup corriger l'astigmatisme, donc on va beaucoup réduire l'astigmatisme réfractif, et donc voilà, on va projeter une réfraction d'environ -3. En termes d'acuité sans correction, on va relativement peu l'augmenter, puisqu'on aura toujours une myopie de -3. En termes de Kmax, on va aplatir la cornée, bien sûr, mais on va pas beaucoup l'aplatir avec ces anneaux, donc on va, par exemple, se projeter sur un Kmax aux alentours de 56 en post-op. Et en revanche, l'astigmatisme, on sait qu'on va beaucoup le corriger, donc il en restera peu ou pas du tout. Donc ça, c'est ce qu'on anticipe. Maintenant, qu'est-ce qu'on obtient réellement? En termes de meilleure acuité, on voit qu'on est bien, on est à peu près là où on voulait être. En termes d'équivalence sphérique, on voit qu'on a beaucoup plus aplati la cornée que ce qu'on avait prévu. En termes de réfraction, donc du coup, on va plus hypermétropiser que ce qu'on avait prévu. L'acuité sans correction, donc là, on est à peu près correct. En termes d'aplatissement cornéen, on est à peu près correct. Et en termes d'astigmatisme, on voit qu'il en reste un tout petit peu. Voici la carte post-opératoire. Et donc, cet exercice qu'on vient de détailler, là, en prenant un petit peu notre temps, finalement, quand on pose des anneaux, il va falloir le faire à chaque fois. À chaque fois que vous avez un patient, que vous lui posez des anneaux, il faudra, même si au risque de se tromper, bien sûr, il faudra anticiper qu'est-ce que vous pensez obtenir et ensuite confronter ce que vous pensiez obtenir avec ce que vous avez vraiment obtenu. Donc, ça permettra pour vous d'apprendre, de fabriquer en quelque sorte votre propre nomogramme, votre propre apprentissage qui permettra de mieux affiner l'utilisation des anneaux intracornéens. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage. Et donc, ce qu'on mesure toujours quand on fait ce type de chirurgie, c'est la soustraction kératométrique entre le post-op moins le pré-op, ce qui nous permet d'obtenir la carte différentielle. Et cette carte différentielle, c'est en quelque sorte le profil d'aplatissement ou le pattern d'aplatissement obtenu avec ces anneaux. C'est-à-dire, de la même manière qu'on a un profil d'aplatissement quand on fait du laser excimer, eh bien, quand on met des anneaux, on a un certain profil d'aplatissement. Et ce profil d'aplatissement est vraiment spécifique de chaque anneau. Donc, vous voyez, quand on pose 2 anneaux de 120 degrés, voilà le profil d'aplatissement qu'on a, le pattern d'aplatissement. Quand on pose d'autres anneaux, vous voyez, par exemple, ici, un anneau de 160 degrés, on a un profil d'aplatissement qui est différent. Quand on pose 2 anneaux de 160, on a un profil d'aplatissement qui ressemble à celui de 2 anneaux de 120, mais qui est encore un peu différent, et encore différent avec un anneau de 210. Donc, vous voyez qu'on peut faire varier qualitativement les différents patterns d'aplatissement avec les différents anneaux. Et on peut également faire varier quantitativement ces profils d'aplatissement en faisant varier l'épaisseur de l'anneau. Plus l'anneau est épais, et plus on va augmenter et marquer le pattern d'aplatissement. Et quand vous voyez un kératocone, vous pouvez pratiquement déduire, rien qu'en regardant la carte différentielle après avoir posé les anneaux, sans connaître les anneaux, vous pouvez pratiquement déduire quel anneau a été posé rien qu'en regardant le pattern d'aplatissement. Et donc, l'épaisseur de l'anneau joue énormément. Et à ce titre, les derniers anneaux qui sont apparus sur le marché, ce sont des anneaux asymétriques avec un gradient d'épaisseur qui existe en 160 degrés ou circulaire en 330 degrés, d'ailleurs sur lesquels on a été les premiers à publier dans Cornéa. Et ces nouveaux anneaux intracornéens, qui ont un gradient d'épaisseur, permettent de créer de nouveaux patterns d'aplatissement qui viennent enrichir l'arsenal thérapeutique qu'on avait déjà avec les anneaux classiques. Donc finalement, quand on a un kératocone donné, si on veut savoir quel anneau choisir, on choisit les bons anneaux
ça revient à choisir le bon pattern d'aplatissement qui viendra au maximum, vous voyez ce pattern d'aplatissement qui viendra au maximum neutraliser la déformation kératoconique qu'on cherche à corriger pour faire indirectement remonter la meilleure acuité. Voici une petite vidéo qui montre comment ça se passe. Donc comme c'est des dispositifs toriques, c'est important de marquer l'axe horizontal en position assise. On marque également, chose cruciale, l'axe visuel avec le réflexe de Pourquigné sous le laser excimer. Ensuite, on va découper le tunnel au laser femtoseconde en centrant bien le tunnel sur la marque réalisée de l'axe visuel. On fait le tunnel au laser femto, on découpe l'incision. Et ensuite, c'est important de prendre l'anneau de Mendes et de faire les bons repères pour bien positionner les anneaux conformément au plan de traitement qui a été dessiné en préopératoire. Donc c'est important d'être très précis à ce niveau-là, d'avoir d'une part des anneaux qui soient bien centrés et d'autre part avec un très bon positionnement angulaire. Et le positionnement angulaire est d'autant plus important qu'il s'agit d'une longueur angulaire courte, avec des effets des anneaux à fort effet torique. Et le centrage est d'autant plus crucial qu'il s'agit d'anneaux circulaires à fort effet d'aplatissement. Donc voilà, ici il s'agit d'un anneau 160 asymétrique qu'on positionne conformément au plan de traitement. Et voici le résultat qu'on obtient topographiquement et visuellement. Vous voyez que ça fait remonter la meilleure acuité et ça corrige une bonne partie de la métropie sphérocylindrique. Voici un autre exemple avec une meilleure acuité abaissée à 6 dixièmes avec moins 2,50, moins 2,50. Et cette carte topographique, encore une fois, choisir les bons anneaux, ça revient à choisir le bon pattern d'aplatissement. Donc ici, lequel choisir parmi tout ce qu'on a ici? Ça va être celui-là, c'est-à-dire l'anneau de 160 degrés qui vient au maximum neutraliser la déformation kératoconique, améliorer la carte kératométrique, améliorer la vision, tant en termes de remontée de la meilleure acuité qu'en termes de correction de la métropie sphérocylindrique. Mais vous voyez qu'il en reste toujours un petit peu à corriger. Et donc c'est là qu'on va s'aider quelques mois plus tard de la deuxième méthode cornéoplastique, qui est représentée par le laser excimer topoguidé, qui permet de normaliser ou quasi normaliser la topographie cornéenne par rapport à là où on était au départ, et qui permet d'obtenir quasi 10 dixièmes sans correction. Voilà donc le premier exemple. Alors le deuxième cas clinique, ça ressemble pas du tout en fait, non. C'est un patient de 40 ans qui a une meilleure acuité effondrée, là encore un kératocone très avancé avec un Kmax proche de 60, et cette fois au lieu d'avoir un très fort astigmatisme, il a au contraire une très forte myopie mais avec peu d'astigmatisme. Donc si je reprends mon petit schéma avec les anneaux, quel anneau on va choisir? Est-ce qu'on va choisir un anneau de longueur angulaire courte? Eh bien non, parce que là, c'est pas l'astigmatisme qu'on veut corriger. On veut au contraire chercher à fortement aplatir la cornée, et donc on va utiliser un anneau plutôt circulaire. Alors, quel anneau circulaire? Donc là, ça va être plutôt un anneau asymétrique 330, plus épais de 100 microns au niveau du corps de l'anneau par rapport à deux extrémités proximales. Et ces anneaux sont indiqués pour des kératocones paracentraux avec faible astigmatisme. Donc, même exercice que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on anticipe et qu'est-ce qu'on obtient vraiment? Donc ça, c'est ce qu'on avait au départ. Alors en termes de meilleure acuité, là encore, avec l'expérience, on sait que les anneaux circulaires sont relativement décevants en termes de remontée de la meilleure acuité. Ils vont fortement aplatir la cornée, ils vont corriger beaucoup la kératométrie et la myopie. En revanche, ils vont pas beaucoup faire remonter la meilleure acuité. La meilleure acuité remontera après beaucoup plus quand on fera le laser topoguidé par-dessus l'anneau. Donc en termes de meilleure acuité, on ne s'attend pas à gagner beaucoup. Vous voyez, on s'attend à avoir 3-4 dixièmes, pas plus. En termes d'équivalence sphérique, par contre, là, on s'attend à avoir une grosse correction myopique. Donc on va mettre au pif moins 3. Mais vous voyez, on aura plutôt moins 3, moins 4, moins 2, plutôt que moins 8 ou moins 9. En termes de réfraction, donc là encore, on s'attend à relativement conserver l'astigmatisme qui sera peu corrigé. Par contre, on s'attend à beaucoup aplatir la cornée. En termes d'acuité sans correction, on s'attend à peu remonter, le Kmax sera fortement abaissé et l'astigmatisme sera peu modifié. Alors voilà ce qu'on obtient réellement. La meilleure acuité, vous voyez, comme je vous l'avais dit, elle remonte pas. En revanche, la myopie est très fortement corrigée. On a pratiquement 8 dioptries d'effet d'aplatissement. La réfraction, donc pareil. L'acuité sans correction remonte peu. Le Kmax va être fortement aplati et l'astigmatisme pratiquement pas corrigé.
Voilà la carte différentielle et la carte topographique post-opératoire. Il faut savoir que c'est quand même un kératocone très avancé. Et donc, on complète l'effet thérapeutique de l'anneau par du laser topoguidé quelques mois plus tard. Donc, on voit qu'on améliore un petit peu la meilleure acuité. On voit surtout qu'on hémétropise quasiment le patient. Donc, même si la meilleure acuité ne remonte pas, je peux vous dire que c'est un patient qui est quand même très content et qui quand même voit beaucoup mieux que ce qu'il voyait au départ. 2 mots sur le laser topoguidé. Il s'agit du laser excimer qu'on utilise en mode topoguidé. Donc, on couple la topographie cornéenne avec le laser. Le laser va générer un profil d'ablation spécifique qui cherchera à gommer au maximum les aberrations d'ordre supérieur et à corriger partiellement la métropie sphéro-cylindrique. On cherche à enlever peu de tissu cornéen parce qu'il faut pas oublier qu'il s'agit de patients kératoconiques. D'une manière générale, on dit qu'il faut pas enlever plus de 50 microns. En pratique, nous, dans notre expérience, on en enlève parfois un petit peu plus, surtout quand on a une bonne réserve pachymétrique. Chose très importante, si le cross-linking n'a pas été fait préalablement, il faut systématiquement le faire au moment de la photoablation pour éviter que la cornée ne s'aggrave sous l'effet de la photoablation. Donc le laser topoguidé peut soit être utilisé directement en première intention s'il s'agit de régulariser un kératocone peu avancé, avec une meilleure acuité peu diminuée, ou le plus souvent, chez nos patients, c'est 90% des indications, le plus souvent c'est 3 mois ou 4 mois après les anneaux intracornéens. On va voir après pourquoi cette séquence. Donc, 3e cas clinique. Il s'agit d'un patient qui a un kératocone, qui a une meilleure acuité relativement peu abaissée. Vous voyez, 7/10 avec un Kmax à 51. Donc, c'est un patient qui est quand même assez gêné, mais qui a peu de myopie, peu de déformation kératoconique. Donc là, plutôt que de poser des anneaux puis du laser, ce qu'on pourrait faire, mais ça multiplie les actes, on peut directement se contenter de ne faire que du laser topoguidé, qui va permettre dans ce cas de normaliser et la meilleure acuité et la réfraction. Alors, ça, c'est une vidéo pour vous montrer comment se passe ce qu'on appelle le protocole d'Athènes, qui a été mis au point par John Kanellopoulos. Donc, quelle est l'histoire clinique? Il s'agit d'une patiente âgée de 24 ans qui a été adressée pour une meilleure acuité à 5/10 avec cette réfraction et donc ce kératocone. On a commencé par lui poser un anneau de 160 degrés qui a permis de faire remonter sa meilleure acuité incomplètement et de améliorer partiellement son amétropie. Et donc, la deuxième étape, comme je vous l'ai expliqué, ça va être 3 mois après la pose de l'anneau de réaliser le laser topoguidé avec le cross-linking. Donc ça, c'est ce que je vous montre dans cette vidéo. Donc, on utilise le laser Wavelight, le mode Topo Guided Ablation. Là, c'est la topographie cornéenne qui a été introduite dans le laser, qui va pouvoir générer un profil d'ablation. On rentre la réfraction. Et donc là, je m'arrête 2 secondes sur cette vidéo. On rentre vraiment ce qu'on veut corriger. C'est un peu comme en chirurgie réfractive. En fait, ça dépend un petit peu de la réserve pachymétrique. C'est la pachymétrie qui nous dira un peu ce qu'on peut corriger. En tout cas, on va profiter non seulement de régulariser la cornée, mais également de corriger une bonne partie de la métropie sphéro-cylindrique. Donc, on rentre la réfraction, on rentre le diamètre pupillaire, on rentre surtout les données de la carte pachymétrique. Ça, c'est très important dans le laser Wavelight. Vous voyez qu'ici, on a 474 microns. Donc, 474 microns, ça permettra de faire et le cross-linking et de pouvoir enlever suffisamment de tissu cornéen. Ensuite, on va jouer sur le diamètre de la zone optique. Alors là, c'est pareil, je m'arrête un petit peu. Par défaut, il donne 6,5 mm, ce qui me donne une profondeur d'ablation maximale de 52 microns. Donc, en général, on a beaucoup plus de profondeur d'ablation. On ne peut pas se permettre d'enlever autant de tissu cornéen qu'on veut chez un patient kératoconique. Donc, c'est là qu'on va jouer sur le diamètre de la zone optique comme en chirurgie réfractive. On va le réduire pour réduire la profondeur d'ablation. Mais ici, on a une 52 microns, donc on est bien. On ne va pas chercher à réduire davantage, puisque plus la zone optique est grande, et plus on va avoir un meilleur résultat visuel. Donc ici, on va garder la zone optique de 6,5 mm. Vous voyez que si on réduit 6 mm, on a 43 microns, mais on va garder 6,5 mm. Ensuite, on va donc, alors c'est important de bien positionner la tête pour avoir, il s'agit d'un procédé torique, donc c'est important que la tête soit bien positionnée pour pas avoir de cyclotorsion. On pose le champ, on va mettre l'écarteur à paupières. Et donc, il n'y a rien de très compliqué dans cette chirurgie. Hein. On va enlever l'épithélium. Moi, je fais toujours le cross-linking mode épi-off. Donc, on enlève l'épithélium avec la brosse d'amoil. On cherche à désépithéliser sur une grande surface pour favoriser la pénétration de la riboflavine.
on va faire la photoablation qui est très rapide, et donc photoablater conformément à ce profil d'ablation qui a été calculé par le laser. Et ensuite, sans mettre de mitomycine, on va mettre la riboflavine pendant 10 minutes. Donc on rajoute de la riboflavine toutes les 2 minutes pendant 10 minutes. Si la photoablation dépasse 60 microns, ce qui est quand même rare en matière de kératocone, à ce moment-là, je mets systématiquement de la mitomycine. Donc on imprègne avec la riboflavine, et ensuite on va positionner la lampe à UV avec une fluence, un crosslinking moyennement accéléré, 10 milliwatts pendant 9 minutes. On utilise la lampe de Avedro. Il ne faut pas faire un crosslinking trop rapide, sinon ça gêne l'efficacité de la procédure. Ensuite, on va mettre une lentille pansement que le patient gardera pendant quelques jours, comme pour une PKR, et qu'on retirera 3-4 jours après l'opération. Voilà, donc la fin de la vidéo. Donc, de la même manière que on a vu que les anneaux intracornéens génèrent un pattern d'aplatissement spécifique à chaque anneau. La deuxième procédure, c'est le laser topoguidé, va également générer un profil d'aplatissement qui sera spécifique du profil d'ablation qu'on aura imprimé sur la cornée. Celui-ci étant calculé en fonction du kératocone très spécifiquement. Donc, dans ce protocole, qu'est-ce qu'on fait finalement? On cumule deux modes d'aplatissement cornéen. Une méthode additive que sont les anneaux et une méthode ablative qui est le laser topoguidé. Et c'est cette méthode, à notre connaissance, qui vraiment optimise la réhabilitation visuelle chirurgicale du kératocone. Voici un exemple pour illustrer ce procédé. Un kératocone chez un patient de 19 ans qui a 4/10 de meilleure acuité avec -2, -5, Kmax à 55. Donc on commence par mettre des anneaux. Ici, on va mettre un anneau 160 degrés asymétrique. On réussit à aplatir. Vous voyez, la carte kératométrique, c'est avec la même échelle, considérablement améliorée avec cet anneau. La meilleure acuité qui passe de 4 à 7/10 et une correction partielle de la métropie. Deuxième procédure, quelques mois plus tard, laser topoguidé. Voilà le profil d'aplatissement. Et le patient remonte à 10/10 en étant quasi hémétrope. Donc, vous voyez, le profil d'aplatissement avec les anneaux, le profil d'aplatissement avec le laser. Et quand on additionne informatiquement les deux profils d'aplatissement, on obtient un profil global d'aplatissement qui est vraiment l'image en miroir du kératocone qu'on cherchait à corriger. Donc c'est cet aplatissement spécifique, très spécifique de ce kératocone qui a permis de normaliser la vision. Donc c'est ça le principe de toute cette chirurgie. Donc la logique de cette prise en charge est la suivante. On commence par les anneaux intracornéens qui vont avoir un gros potentiel de régularisation, mais qui auront relativement peu de précision. Donc on fait en gros le gros travail de régularisation avec les anneaux. Puis quelques mois plus tard, on affine, on complète ce travail avec le laser topoguidé, qui aura moins de potentiel de régularisation. On ne peut pas enlever autant de tissu cornéen qu'on veut, surtout chez les patients kératoconiques, mais qui en revanche aura beaucoup plus de précision que les anneaux. Donc il y a une logique d'une part d'économie tissulaire, puisque tout ce qu'on aura fait avec les anneaux en termes de régularisation, on ne sera pas obligé de le faire avec le laser topoguidé, donc on n'aura pas besoin de, on va économiser le tissu cornéen, qu'on ne sera pas obligé de photoablater. Deuxièmement, une logique de précision, puisque on peut affiner le résultat avec le laser qui est beaucoup plus précis que les anneaux. Voici un cinquième cas clinique. Donc cette fois, il s'agit d'un kératocone avancé. Donc là, maintenant, on va plus parler des kératocones avancés. Quelle attitude? Donc, voici un kératocone avancé, Kmax à 60. Donc, on va traiter, on va régulariser. Donc là, maintenant, je vais un petit peu plus vite. On va régulariser la cornée avec les anneaux, puis avec le laser. Donc, vous voyez qu'on va relativement peu améliorer la meilleure acuité. Le patient sera content quand même puisqu'on l'hémétropie, enfin, on l'hémétropise ou à peu près. Mais par contre, il aura toujours que 6/10. Souvent, quand on a des faibles remontées de la meilleure acuité, ça correspond au départ à des kératocones avancés. Voici un autre exemple. Il s'agit d'un cas clinique un peu similaire. Il a un Kmax à 61, sauf que cette fois, il a une pachymétrie minimale basse, ce qui nous empêche de faire la deuxième procédure, le laser et le crosslinking. Donc là, on va partir sur une greffe, et une greffe lamellaire antérieure profonde, une DALC, qui nous donne ce résultat. C'est un résultat qui reflète ce qu'on obtient fréquemment avec des greffes. Donc, vous voyez que la meilleure acuité remonte bien, on passe de 3 à 6, 7/10 fréquemment avec une greffe, mais par contre, le patient est myope. Donc si on compare ces deux types de résultats, vous voyez qu'au départ, on avait deux kératocones avancés comparables avec des Kmax approximativement pareils, réfraction et meilleure acuité pareil. Le premier, on l'a traité avec une chirurgie conservatrice, le deuxième avec une greffe,
Et voilà les résultats qu'on obtient. En termes de meilleure acuité, les deux remontent à peu près pareil, donc 6-7 dixièmes. Mais par contre, vous constatez qu'avec la chirurgie conservatrice, on est beaucoup plus proche de l'hémétropie qu'avec la greffe. Donc le patient est quand même beaucoup plus content avec une chirurgie conservatrice qu'avec une greffe. Et en plus de ça, on évite avec une chirurgie conservatrice tous les inconvénients des greffes, à savoir les problèmes de rejet, de suture ou d'autres complications, les problèmes de corticothérapie qui peuvent générer du glaucome et de la cataracte, évidemment la contre-indication au sport définitive, à tous les sports violents, parce que la cornée est beaucoup plus fragile. Donc quand on peut se le permettre, quand on a des kératocones avancés, il vaut mieux privilégier une chirurgie conservatrice quand toutefois la pachymétrie permet de faire du cross-linking et du laser topoguidé. Maintenant, on part sur tout à fait autre chose. Il nous reste 3-4 cas cliniques, puis après on aura fini. Un patient. Alors ça illustre des patients qui sont... C'est fréquent de voir ce genre de patient. Un patient qui est adressé, non pas pour son œil droit. Son œil droit, il voit très bien, il est juste myope. Il a moins 4,50, il voit 10 dixièmes. Bon, il a un petit kératocone fruste, mais sans plus. Il a une cornée quasi normale. Le patient est adressé pour son œil gauche. L'œil gauche, il y a un vrai kératocone avec une meilleure acuité très abaissée. Donc, on va traiter ce patient avec cette chirurgie conservatrice qu'on a bien décrite, anneau, puis laser. Et qu'est-ce qui se passe? Comme chez beaucoup de patients, on va normaliser la vision. Le patient va remonter à 10 dixièmes. Il va se retrouver quasi hémétrope. Le patient est très très content. Et alors maintenant, la question qui se pose, c'est l'œil droit qui le gêne. L'œil droit qui au départ était son meilleur œil, c'est son œil qui devient le plus gênant, puisque c'est son œil gauche qui est devenu son meilleur œil. Donc, qu'est-ce qu'on va proposer pour son œil droit? Est-ce qu'on peut dignement opérer un kératocone fruste qui voit 10 dixièmes? Eh bien, la réponse est oui. On va traiter ce patient comme s'il s'agissait d'une chirurgie réfractive. On va donc faire du laser excimer, topoguidé ou pas, d'ailleurs, peu importe, parce que la cornée n'est pas très déformée. Mais surtout, on va prévenir une déformation kératoconique. Parce qu'en temps normal, ça serait une contre-indication à une chirurgie réfractive, ce patient. Donc là, on va faire une PKR, ce que j'appellerais PKR extra, c'est une dénomination qui veut dire laser excimer avec cross-linking pour traiter ce kératocone, donc avec un excellent résultat réfractif et un patient qui est très content. C'est des procédures qu'on fait de plus en plus fréquemment et qui donnent des très bons résultats avec sur le recul. Je peux vous dire qu'il n'y en a pas un seul qui s'aggrave mécaniquement. Autre cas de figure qui pose ce problème, des problèmes d'hypermétropisation. C'est assez rare, mais c'est bien illustré par cet exemple. Il s'agit d'un jeune homme de 15 ans qui a un kératocone très avancé, puisque sa meilleure acuité est effondrée à 3 dixièmes, et il a un Kmax à 61. Donc vous voyez qu'on n'est pas très loin d'une greffe. On va le traiter avec la chirurgie conservatrice. Le problème qui va se poser chez ce patient, c'est que malheureusement, il y a une faible myopie. Vous voyez, il y a quelque chose qui est déconnecté entre un kératocone très avancé et un Kmax très avancé, mais par contre, le patient n'est pas aussi myope qu'on aurait pu l'espérer. C'est un problème, pourquoi? Parce que les procédures de régularisation, que sont les anneaux et le laser, toutes deux ne pourront que aplatir la cornée et donc hypermétropiser le patient. Donc si au départ, on part avec un équivalent sphérique de -2, on va atterrir à la fin avec quelque chose de l'ordre de +3, +4, +5. Donc voilà les anneaux. Vous voyez qu'on est passé, en termes de réfraction, on est passé de -2 à +1, +2. Et quand on fait le laser, on hypermétropise le patient. Alors certes, on fait remonter la meilleure acuité, mais on génère un autre problème qui est l'hypermétropie que le patient n'avait pas au départ. Donc on serait tenté, quand on a ça, de inclure dans le profil d'ablation, qui cherche à régulariser la cornée, d'inclure une dose de correction hypermétropique, c'est-à-dire de photoablation périphérique. Alors on a essayé de faire ça pendant un certain temps, mais on s'est rendu compte que le fait de photoablater d'une manière périphérique, dans le même profil d'ablation, avait tendance à neutraliser l'effet de régularisation centrale qu'on cherchait à obtenir pour améliorer la meilleure acuité. Donc on obtenait des mauvais résultats. Donc on a trouvé une solution qu'on est en train d'affiner, on va dire, qui consiste à dissocier deux profils d'ablation. Donc on fait ça dans la même séance opératoire. En revanche, on fait deux profils d'ablation différents. Le premier profil qui va chercher à régulariser la cornée pour faire remonter la meilleure acuité et qui va d'ailleurs inclure en cylindre négatif la partie astigmatisme. Et ensuite, séparément, de faire une deuxième photoablation très périphérique, donc avec une très large zone optique, en essayant d'être loin de cette zone photoablatée,
qui cherche à éviter que le patient s'hypermétropise trop. Vous voyez que ça donne un bon résultat, puisqu'on a 9/10 sans avoir hypermétropisé le patient. Donc c'est des choses qui sont à l'étude et qu'on expérimente en ce moment et qui ont tendance à donner des bons résultats. 9e cas clinique, autre situation. Donc là c'est vraiment l'inverse. C'est un patient cette fois qui n'est pas qui va ni hypermétrope ni qui va le devenir. Cette fois c'est un patient qui a une forte myopie. Donc un kératocone un peu standard, très avancé néanmoins, et qui a une forte myopie. Donc quelle va être l'attitude thérapeutique? On va régulariser cette cornée comme chez les autres patients. Donc anneau, laser. Mais à un moment donné, vous voyez, on fait l'anneau, on fait le laser, on arrive à corriger, à faire remonter un peu la meilleure acuité, mais néanmoins on a toujours de la myopie, parce que les anneaux et le laser vont corriger de la myopie, mais pas autant que moins 15 d'équivalence sphérique qu'on avait au départ. Donc à un moment donné, il va falloir passer par un implant FAC de type ICL qu'on va poser, qui va permettre de faire remonter encore un petit peu la meilleure acuité et démétropiser le patient. Donc vous voyez quand même ce qu'on arrive à obtenir en combinant anneau, laser et implant. On passe de 4/10 avec moins 15 à peu près à 8/10 quasi sans correction. Dernier cas clinique, enfin, cas clinique qui se présente assez rarement mais qui peut arriver. Ça rejoint un peu la problématique du cas clinique précédent. Patient de bientôt 60 ans qui a un kératocone, enfin une pellucide marginale avec 5 dioptries d'astigmatisme inverse et une vraie cataracte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce patient, il est adressé pour une cataracte, il a un kératocone. Est-ce que la première chose qui pourrait, enfin la première réponse qui vient à l'esprit, ça serait de se dire, je vais opérer ce patient, je vais lui poser un implant, je vais pas toucher à sa cornée, je vais mettre un implant torique, comme ça, et j'opère la cataracte, et je corrige son astigmatisme, et le patient verra mieux. Donc ça, c'est l'attitude à avoir si le patient veut éviter d'avoir plusieurs opérations. Mais c'est pas la meilleure attitude à avoir si le patient veut, au final, voir le mieux possible. Pourquoi? Parce qu'on va mettre un implant, mais on aura toujours cette pellucide qui va générer des perturbations visuelles qui vont l'empêcher de bien voir. Si on veut optimiser le résultat visuel, il faut commencer par régulariser la cornée avec tous les deux moyens qu'on a vus tout à l'heure, et ensuite, une fois qu'on a une cornée à peu près normalisée, ensuite, je dis bien ensuite, poser l'implant intraoculaire. Donc vous voyez, on fait l'anneau, ensuite on fait le laser, ça permet, alors je dirais pas beaucoup de faire remonter la meilleure acuité, puisqu'il faut pas oublier qu'il a toujours sa cataracte derrière, mais ça permet surtout de corriger le moins 5 encore, on s'en fiche un peu, parce que ça on peut le corriger avec l'implant, ça permet surtout de corriger l'astigmatisme et surtout des grosses aberrations d'ordre supérieur qui ne peut que avoir avec une cornée qui ressemble à ça. Donc il a beaucoup moins d'aberrations là. Et ensuite, c'est seulement ensuite qu'on va poser l'implant. Donc là, on pose un implant. Moi, j'ai posé un implant non torique. On a à peu près la même topographie, mais par contre, le patient remonte à 8/10 et il est quasi hémétrope. En plus, le fait de régulariser la cornée améliore la prédictibilité en termes de calcul d'implant. Voilà. Donc la morale de ces deux derniers cas cliniques, c'est que quand vous avez un kératocone et que vous allez être obligé de poser un implant intraoculaire, que ça soit pour une cataracte ou que ça soit pour corriger une forte myopie, il est préférable de régulariser la cornée avant, donc avec toujours les mêmes moyens, les anneaux, le laser, les deux séparément, etc. Et en plus, si jamais le kératocone est évolutif, notamment chez un jeune patient, il faut absolument, avant de poser l'implant, il faut absolument stabiliser la cornée au moyen du cross-linking. Donc faire tout ce travail avant de poser l'implant intraoculaire. Ça donnera un meilleur calcul d'implant et ça permettra d'optimiser le résultat visuel. Donc on arrive à la fin. On va résumer un petit peu ce qu'on vient de dire à travers ces cas cliniques. Donc on vient de voir qu'il est possible d'améliorer la vision chirurgicalement des kératocones. Ça passe par une régularisation de la cornée. On a vu que les deux méthodes, c'est les anneaux, le laser. On a vu comment on peut les combiner. On a vu que cette chirurgie a fait de considérables progrès. Donc, en gros, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, en 2021, ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait. Moi, j'ai commencé toute cette chirurgie, je sais pas, il y a une bonne dizaine d'années. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait il y a 10 ans, mais juste rien à voir, quoi. Donc, on est capable, dans nombre de cas, d'émétropiser les patients. Et même si on n'arrive pas à remonter la meilleure acuité à 10/10, il faut savoir que les patients sont toujours très contents d'être plus ou moins hémétropes. Et tous les patients kératoconiques, presque tous, sans exception,
demandent tous est-ce qu'ils pourront bien voir sans lunettes après l'opération. Donc, ça dépend des facteurs pronostiques, mais dans nombre de cas, on obtient des résultats qui sont proches de ceux d'une chirurgie réfractive. On a parlé des procédures extra, c'est-à-dire des procédures de laser de surface avec le cross-linking. Alors, le LASIK extra dont certains parlent est vraiment un non-sens, parce que soit la cornée est à risque, et dans ce cas, il ne faut pas faire de LASIK, même avec un cross-linking, soit la cornée n'est pas à risque, et dans ce cas, on fait du LASIK, mais c'est pas la peine de faire du cross-linking. Donc, le fait de rajouter du cross-linking avec du laser excimer n'a de sens que en laser de surface topoguidé ou pas topoguidé. On a vu que le stade du kératocone est un facteur pronostique majeur et que les kératocones avancés ont des pronostics en général moins bons que les kératocones moins avancés. Et on a vu que quand on a un kératocone avancé, si toutefois la pachymétrie le permet, on a tout intérêt à faire une chirurgie conservatrice, même si on sait que le résultat sera pas optimal, qu'une greffe, puisqu'en termes de réfraction, on sera mieux avec la chirurgie conservatrice. Et en termes, on évitera aussi tous les effets secondaires, enfin tous les problèmes liés aux greffes, à la corticothérapie, etc. Et enfin, on vient de voir à l'instant que quand on doit mettre un implant intraoculaire, que ça soit pour corriger une forte myopie, donc avec un implant FAC, ou que ça soit pour une chirurgie de la cataracte, il est préférable, si le patient l'accepte, il est préférable de faire d'autres étapes chirurgicales avant pour régulariser la cornée, donc anneau ou laser ou les deux, et de faire du cross-linking si on a un jeune patient évolutif pour optimiser, d'une part, pour optimiser le résultat visuel final et d'autre part pour améliorer la prédictibilité du calcul de l'implant. Voilà, et donc on va finir là-dessus. Je vous remercie de votre attention. Vous avez mes coordonnées qui sont là, donc n'hésitez pas à me contacter par téléphone, par mail, m'envoyer des patients si vous avez besoin d'avis ou même m'envoyer des mails si vous avez besoin d'avis. Et voilà, donc je suis à votre disposition. Vous pouvez également venir au bloc opératoire en consultation. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué avec le Covid parce qu'on évite d'avoir trop de monde en même temps. Les accompagnants, d'ailleurs, en général, sont pas trop admis. Mais voilà, en tout cas, sachez que le bloc et la consultation sont toujours ouverts. Et donc maintenant, on va passer aux questions-réponses avec Elodie qui va prendre le relais, qui va remettre son micro et qui va vous refaire le relais des questions que vous avez pu éventuellement poser. Je finis juste de noter. Merci pour la présentation, en tout cas. Voilà, donc est-ce qu'il y a quelques questions qui ont été posées? Oui, pour le cas numéro 2, il y a donc le patient qui était très myope avec un peu d'astigmatisme. D'accord, oui. Il y a quelqu'un qui demande si dans ce cas-là, on ne pourrait pas plutôt faire un cross-linking et ensuite un ICL torique. Alors, je reviens... je vais revenir sur le cas clinique en question. Il était là. Voilà. Donc, c'est ce patient, en fait. Alors, la question, c'est de savoir si on peut pas faire un cross-linking, un ICL torique. Oui, c'est ça. Alors, oui, mais ça rejoint un petit peu ce que je disais à la fin. C'est-à-dire que on peut le faire, hein. On peut le faire, on peut tout à fait faire un... D'ailleurs, le cross-linking n'a aucun intérêt puisque le patient a 40 ans. Ici, le cross-linking... A priori, à 40 ans, le kératocone n'est pas ou peu évolutif. Donc, si c'est pas pour faire du laser excimer pour essayer d'améliorer la vision, aucun intérêt de faire un cross-linking. Donc, dans ce cas, la question revient, est-ce que je peux poser un implant FAC de type ICL torique? Donc, la réponse est oui, je peux, hein, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on va obtenir? On va corriger la réfraction. On aura beaucoup moins de précision que si on avait régularisé avant. Et surtout, les 2 dixièmes, on va rester avec 2 dixièmes. On aura peut-être 3 dixièmes ou 4 dixièmes. On n'ira pas bien loin, puisque la cornée sera toujours, enfin la cornée aura toujours cette forme. On peut pas bien voir avec un Camax à 60 et une cornée qui a cette forme-là. Donc on peut, il y a plusieurs possibilités. On peut, hein. On peut d'ailleurs même une autre attitude. J'ai pas parlé de lentilles, mais on peut tout à fait équiper en lentilles. Et donc là, on zappe la chirurgie. Il y a des patients qui voient très bien avec des lentilles sclérales. Mais là, franchement, c'est pas la meilleure solution de poser un implant FAC direct, hein. Donc là, vous voyez ce qu'on a obtenu avec ce que j'avais proposé, c'est quand même mieux. 4 dixièmes, bon voilà. Donc ça c'est voilà. Autre question. Alors il y a quelqu'un qui demande la pachymétrie minimale pour faire un topo-link dans le kératocone. Alors théoriquement pour faire un cross-linking, on dit qu'il faut une pachymétrie supérieure à 400 microns. Quoique maintenant c'est un concept qui a été revu par notre ami suisse Ferhat Hafezi qui vient de publier un article dans lequel il a calculé, enfin il a mis au point
une sorte de nomogramme qui permet de faire du cross-linking avec des pachymétries inférieures à 400 microns en ajustant l'affluence et en ajustant le temps d'imprégnation. Mais moi, j'utilise pas trop ça en général. Quand c'est en dessous de 400 microns, je fais pas de cross-linking. Donc la question, c'est de savoir à quelle pachymétrie on peut faire du laser topo-guidé. Il faut prendre en compte qu'il y aura et le cross-linking et le laser topo-guidé, que le cross-linking sera fait après la photoablation. Donc théoriquement, il faut quand même au moins 430, 440. Bon, moi en pratique, quand j'ai 410, 415 microns, je fais la procédure. Même à 400 microns, parce que en général, quand on est à ces niveaux de pachymétrie, si on fait pas une chirurgie conservatrice, l'alternative c'est la greffe. Et si jamais on bousille l'endothélium, on fait la greffe quand même. Donc on risque pas grand-chose à faire cette procédure. Donc on va dire au-dessus, il faut quand même avoir 400 microns minimum. Voilà, un petit peu plus c'est mieux. Et plus on a de tissu cornéen, plus on peut se permettre d'enlever quelques microns de plus de tissu cornéen et de corriger de la métropie que le patient a. Voilà. Question suivante. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont demandé quand est-ce qu'on considère que le kératocone est stable et qu'on peut faire la chirurgie suivante, que ce soit pour les ICL, pour la cataracte. Après les anneaux intracornéens, bon, moi en général, je laisse 3 mois. Voilà, je revois le patient 3 mois après. Je propose strictement rien avant parce que entre 0 et 3 mois, clairement, le patient peut évoluer. Même après 3 mois, il peut évoluer encore un petit peu. On peut pas dire que on a une topographie parfaitement stable entre 3 mois et 6 mois, par exemple. Mais à un moment donné, il faut bien avancer parce que sinon ça met quand même des années. Et donc, 3 mois, on peut considérer que le gros on va dire de l'équilibre biomécanique, kératométrique, visuel est obtenu après la pose des anneaux, je dirais au bout de 3 mois. Donc, à partir de 3 mois, je revois le patient et on passe à la suite. Donc une autre question, si le patient a déjà eu un cross-linking et qu'on lui fait quelques années plus tard un topo-link, est-ce qu'il faut refaire un cross-linking ou pas forcément? Alors ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est vraiment, c'est une situation qui se présente de plus en plus fréquemment. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même récent dans cette chirurgie, on n'a pas 40 ans de recul. Et donc, de plus en plus souvent, je vois effectivement des patients qui viennent, qui ont été traités ailleurs. Une attitude possible, dans la prise en charge du kératocone, dont j'ai pas parlé parce que c'est pas trop la mienne, mais une attitude possible, c'est aussi de dire, voilà, il y a les deux objectifs, la stabilisation, c'est le cross-linking, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, et la réhabilitation visuelle, les lentilles marchent très bien, enfin, ça dépend quelles lentilles et quel contactologue, mais beaucoup de patients kératoconiques sont très contents avec leurs lentilles, donc une attitude possible, peut-être d'équiper le patient en lentilles, de faire un cross chez les jeunes patients pour éviter qu'ils évoluent, et puis basta, on s'arrête là. Et puis, il y a beaucoup de patients qui sont traités comme ça et qui viennent me voir par la suite parce que soit ils supportent plus les lentilles ou ils en ont marre, ils veulent autre chose. Et donc, du coup, ils ont déjà bénéficié d'un cross-linking. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Donc, dans ces cas-là, moi, je ne refais pas un deuxième cross-linking. Je fais les anneaux s'il y a besoin. Je fais le laser topo-guidé. Mais je refais pas un deuxième cross-linking pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il a déjà été fait une fois et donc, a priori, c'est pas la peine de le refaire une deuxième fois parce que, normalement, l'efficacité est pérenne dans le temps. La deuxième raison, c'est que on aura une meilleure prédictibilité visuelle, réfractive, topographique si on fait le laser seul que si on fait le laser avec le cross-linking en même temps. Le cross-linking introduit une part d'imprédictibilité quand on fait cette procédure. Ça a tendance à hypermétropiser un petit peu les patients, donc ça réduit la précision de la procédure. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on fait pas dans ce cas séparément? Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on fait pas d'abord le cross-linking, puis 6 mois après, on fait le laser topo-guidé seul? Parce qu'après, au bout d'un moment, on multiplie les procédures et après, c'est quand même dur pour les patients. Faire anneau, puis le cross, puis le laser topo-guidé, en sachant que ça fait mal aussi à chaque fois c'est quand même pénible pour eux. Donc voilà, c'est pour ça que moi, personnellement, je décide de regrouper le laser et le cross-linking en même temps. Mais si le patient a déjà eu un cross-linking avant, pas de deuxième cross-linking. On fait un deuxième cross-linking si le patient, on voit qu'il continue d'évoluer, mais sinon, pas de deuxième cross. Il y a 2 questions qui se rejoignent un petit peu. C'est quelles sont les limites topographiques pour les anneaux? Par exemple, dans le cadre d'une dégénérescence marginale pellucide avec une pachymétrie fine à l'endroit où on doit poser l'anneau, quelles sont les limites? En tout cas, la pachymétrie n'est absolument pas une limite pour poser les anneaux. Hein. Ça, c'est absolument pas une limite. La pachymétrie est une vraie limite pour faire le cross-linking ou le laser, mais certainement pas pour poser les anneaux. Enfin, en tout cas, si on fait le tunnel au laser femto, j'imagine que c'est à peu près partout le cas aujourd'hui. Donc, il n'y a pas vraiment de limite, en fait. Hein. Il n'y a pas vraiment de limite. Il y a un moment donné où on se rend compte que la cornée est tellement déformée que chercher à régulariser avec les anneaux et le laser, ça n'a plus de sens, qu'il vaut mieux directement passer une greffe. Mais en général,
on est à des stades où la pachymétrie est trop basse pour pouvoir faire le laser. Et quand c'est le cas, dans ce cas, on passe directement à une greffe. C'est pareil si on a des très jeunes patients qui ont 18-20 ans et qui ont une pachymétrie déjà trop amincie, par exemple à 320 microns, ça sert à rien de faire une chirurgie de régularisation parce qu'on sait qu'on ne pourra pas leur faire le cross. Enfin bon, sauf si on prend le protocole de Ferrad aphésie, mais a priori on ne pourra pas leur faire le cross et donc on ne pourra pas stabiliser. Donc autant faire une greffe directement. Mais sinon en soi, un kératocone très avancé n'est pas une limite pour, surtout une pachymétrie n'est pas du tout une limite pour la pose des anneaux. Là, après, il y a plusieurs questions sur les lentilles. Quelle est leur place? Comment choisir entre des lentilles bien tolérées avec un bon résultat et une chirurgie? Alors, est-ce que tu peux répéter la question, Élodie, s'il te plaît? Alors, quelle est la place des lentilles et comment choisir entre une chirurgie et des lentilles bien tolérées avec une bonne adaptation? Alors, ça, je dirais que c'est vraiment les lentilles ont toute leur place. J'en ai pas parlé parce que personnellement je fais pas de contacto. Alors j'ai une personne dans mon cabinet qui sait très bien adapter des kératocones même avancés quand il y a besoin. Mais moi personnellement je fais pas de contacto. Ceci dit, la contactologie a toute sa place, surtout avec tout l'arsenal. Il y a énormément de choix possibles de lentilles qui marchent très bien dans le kératocone, notamment les lentilles à appui scléral qui permettent de traiter des cas vraiment désespérés avec des bons résultats. Donc l'attitude qui consiste, encore une fois, je rappelle les deux objectifs de la prise en charge du kératocone, c'est stabiliser, mieux voir. Stabiliser, c'est le cross, ça, lentille ou pas lentille, c'est le cross. Donc ça, il faut vraiment faire un cross quand c'est évolutif. En revanche, pour la réhabilitation visuelle, les lentilles ont toute leur place. Donc maintenant, si le patient supporte bien les lentilles et qu'il est content avec, dans ce cas, c'est très bien. Mais la chirurgie est tout à fait une alternative. Il y a vraiment deux alternatives. En revanche, quand on anticipe, parce qu'on a vu qu'on peut anticiper, enfin il faut même anticiper, quand on anticipe qu'on aura un résultat un peu médiocre avec la chirurgie, parce qu'on sait que la topographie est peu encline à répondre positivement à des anneaux, et qu'on sait que par ailleurs le patient supporte très bien ses lentilles et qu'il est content avec, dans ce cas on poussera le patient plutôt à rester avec ses lentilles. Mais si on sait qu'on peut avoir des très bons résultats avec la chirurgie et que le patient demande la chirurgie, moi j'ai pas de scrupule à faire la chirurgie si le patient le demande. Voilà, il y a quelqu'un qui demande, vous aidez-vous de l'OCT mapping cornéen avant de décider d'une ablation excimer hyperopique? Alors le mapping épithélial, c'est quelque chose de très intéressant à plein de points de vue. D'abord dans la détection du kératocone, donc en pratique quand on fait de la chirurgie réfractive, aujourd'hui ça participe dans les arguments pour évaluer un petit peu le risque d'ectasie chez un patient. Donc le mapping épithélial, on va dire, est un signe très précoce d'irrégularité topographique, bien avant la topographie générale. Mais dans le cadre de la prise en charge du kératocone, personnellement, je pense qu'il a relativement peu d'intérêt. En tout cas, nous, on le fait pas. On a l'appareil, mais on le fait pas en pratique. On le fait dans le cadre d'études, mais on le fait pas en pratique courante parce que ça va pas changer grand-chose à l'attitude. On l'a fait par exemple pour étudier comment se comporte le remaniement épithélial après la photoablation ou bien après la pose des anneaux. On a pu constater, puis ça c'est quelque chose de très connu, que l'épithélium a tendance à combler les vallées. Donc par exemple quand on pose des anneaux, on voit que l'épithélium, il y a une hyperplasie épithéliale, non pas au sommet de la crête de l'anneau, mais dans les vallées, dans les creux. Pareil pour la photoablation, mais sinon ça ne guide pas vraiment notre attitude thérapeutique préopératoire. Ensuite, quel laser utilisez-vous pour le TopoLink? Alors nous, on utilise le laser excimer Wavelight, donc de Alcon, le EX500, qui est couplé au Pentacam. Donc ça, c'est un très bon laser, mais il y en a d'autres. Nous, on fait du laser topo guidé, parce qu'il existe également le laser abéro guidé, qui est couplé à l'abérométrie. Mais tout ça, je voudrais vous dire que ça revient strictement au même, parce qu'en fait, quand on mesure l'abérométrie dans le kératocone, en fait, ce qu'on mesure, c'est au fond, c'est la topographie indirectement. On n'a pas de possibilité de mesurer précisément les aberrations d'ordre supérieur dans le kératocone d'une manière précise, parce qu'elles sont tellement importantes qu'on peut pas. Il y a le high trace qui mesure un petit peu mieux que les autres, mais on n'a pas de possibilité aujourd'hui de mesurer précisément les aberrations d'ordre supérieur. Donc en pratique, quand on mesure la soi-disant abérométrie, en pratique c'est une abérométrie basée sur la topographie cornéenne, mais c'est l'équivalent en fait de la topographie cornéenne. Donc une photoablation topo ou abéro-guidée, ça revient au même en fait.
Ensuite, bah voilà, il y avait quelqu'un qui demandait du coup si le traitement abéroguidé existait, donc tu as répondu. Il y a quelqu'un qui demande, peut-on se passer des anneaux quand l'astigmatisme et le Kmax ne sont pas très importants et faire d'emblée un topoliink et crosslinking? Alors, quand l'astigmatisme et le Kmax sont pas très importants, est-ce qu'on peut se passer d'anneaux? Bah oui, bien évidemment que oui. Après, encore une fois, ça va dépendre du cas. Chaque cas est différent, notamment de la topographie. Et aussi, ça va dépendre de la réfraction. Faut pas oublier que la réfraction qui est à prendre en compte, hein. Quand on traite un kératocone, c'est bien sûr la topographie, mais il faut regarder la réfraction et savoir, parce que le but, c'est quand même de traiter, enfin, de faire remonter la meilleure acuité, mais aussi le but, c'est de corriger au maximum qu'on peut, la réfraction, enfin, la métropie sphéro-cylindrique. Donc, si par exemple on voit qu'on a un Kmax qui est pas très élevé et peu d'astigmatisme, mais par contre qu'on part d'une myopie de -6, bah, on aura du mal à corriger -6 juste avec le laser. Donc si on veut éventuellement émétropiser le patient, on usera facilement des deux méthodes cornéoplastiques que sont les anneaux et le laser pour arriver au maximum à l'amétropie, à l'émétropie post-opératoire. Et puis après, ça va dépendre aussi de l'aspect topographique. Si on voit qu'on a une topographie, un cône décentré, enfin quelque chose qui va répondre très positivement aux anneaux, et qu'on sait qu'un anneau pourra donner un bon résultat, mais ça avec l'expérience, on le sait, on aura facilement tendance à proposer un anneau. Des fois, l'anneau seul suffit aussi, hein. Parce que encore une fois, tout ce qu'on fait avec l'anneau, on ne sera pas obligé de le faire avec le laser. Et le moins de tissu cornéen on enlève sur le kératocone, le mieux c'est. Donc, c'est vraiment affaire de cas particulier. Mais c'est sûr que quand le cas clinique, quand le patient, c'est un kératocone peu avancé, avec une meilleure acuité, peu abaissée et avec une petite amétropie, oui, très souvent, le laser seul donne d'excellents résultats. Voilà, il y a quelqu'un qui demande s'il y a des contre-indications sportives après les anneaux ou le laser ou le crosslinking. Aucune. Il y a des contre-indications sportives évidentes après la greffe. C'est pour ça qu'il faut s'efforcer au maximum de ne pas faire de greffe, surtout chez les jeunes sportifs. Mais après anneaux, laser, crosslinking, aucune contre-indication sportive. Voilà, il y avait une des dernières questions, je pense qu'on a fait le tour après. Pour la DALC, on s'est retrouvé avec un patient très myope et du coup la personne demandait si ça venait pas du greffon qui était plus grand que la trépanation. Alors ça, c'est une bonne question qui concerne finalement l'anticipation de la réfraction quand on fait une greffe. Donc bien sûr que l'idéal, quand on fait une greffe, c'est de se retrouver avec un patient qui soit en équivalent sphérique le plus proche possible de l'émétropie, avec le moins d'astigmatisme possible. Mais malheureusement, on peut pas anticiper ça. Enfin, l'astigmatisme, on a moyen en gérant les sutures, les fils, on a moyen d'avoir au final le moins d'astigmatisme possible. En revanche, pour le degré de sphère qu'on obtiendra, alors là, malheureusement, c'est très difficile à anticiper. On peut pas. C'est bien ça le problème. Un des problèmes de la greffe. En tout cas, greffe, bien sûr, kératoplastie transfixiante et greffe lamellaire antérieure. Hein, je parlais des DIMEC là. Là, on a beaucoup de mal à anticiper la sphère. Alors, ce qu'on fait, c'est que quand on fait une kératoplastie transfixiante, comme on faisait avant, on prend un greffon qui fait 0,25 mm de plus que l'anneau limitant. Donc, on trépane le patient, le receveur. Moi, je fais par exemple à 8,25. Et ensuite, on prend un greffon de 8,50, donc un tout petit peu au-dessus. Quand on fait une DALC, eh bien moi, je prends exactement le même diamètre. Donc je trépane à 8,25 le patient et je trépane le greffon stromal à 8,25 également. Donc c'est là qu'on obtient les meilleurs résultats. Et donc, quand on fait une DALC, on ne sait jamais à l'avance si ça va se terminer en DALC ou en KT, parce que parfois, on essaye de faire une DALC et finalement, on est déchirure de la desmette et on est obligé de convertir en KT. Donc, quand on ne sait pas comment ça va se terminer, on trépane le patient à 8,25 et pour le greffon, on demande toujours à la penseuse d'avoir de côté un 8,25 et un 8,50 pour le greffon et on choisit au dernier moment quand on sait comment ça va se terminer. Voilà. Il y a une dernière question peut-être qui vient d'apparaître. Oui, avez-vous beaucoup de halo après les anneaux? Alors ça, c'est pareil, c'est une très bonne question. Ça dépend beaucoup de la taille de la pupille. Alors, les kératocones, c'est souvent des patients très jeunes qui ont souvent des grandes pupilles. Donc oui, il peut y avoir des halos. Néanmoins, moi ça dépend aussi du diamètre des anneaux, parce qu'il existe des anneaux de différents diamètres. Par exemple, rien que Medifacos fabrique des anneaux de 5 et de 6 mm. Moi, je ne mets pratiquement que des anneaux de 5 mm. J'ai laissé tomber les 6 parce que les 6 sont vraiment ingérables, imprédictibles. Enfin, moi, j'arrive pas à avoir quelque chose de reproductible avec les 6 mm. En tout cas, j'ai pas compris la philosophie des 6 mm. Donc, j'ai arrêté les 6 ou pratiquement.
je mets pratiquement que des 5. Et les 5, c'est vraiment pas grand. Donc, je suis étonné que les patients ne se plaignent pas plus de halo. Alors, ça arrive très ponctuellement que les patients s'en plaignent, mais le nombre de patients où j'ai dû retirer des anneaux à cause des halos, il y en a peut-être 2 ou 3 patients, pas plus. Mais ça s'explique assez facilement. C'est que, en fait, le kératocone génère tellement d'aberrations, tellement d'aberrations optiques, parce que les éblouissements, c'est un problème d'aberration, en fait. Donc, le kératocone à la base non opéré génère tellement d'aberrations, de halos, etc., que le fait d'avoir un peu de halo avec les anneaux, en fait, il en a toujours beaucoup moins que ce qu'il avait au départ. Donc, c'est pour ça que je pense que les patients s'en plaignent pas. Mais en pratique, quand les patients ont des très grandes pupilles, certains patients peuvent s'en plaindre. Et surtout, quand on pose 2 anneaux, en miroir, il y a plus de risques sur des très grandes pupilles d'avoir des plaintes de halo que quand on pose un seul anneau. Voilà. Bon, je crois qu'on arrive, ça fait 58 minutes qu'on est connecté. On a promis que ça allait durer 45, donc là, on a dépassé le temps. Faut pas oublier qu'il y a le Covid, il y a la popote, il y a la cuisine. Donc, on va peut-être s'arrêter là, je pense. Oui, je pense qu'il y a quelques questions auxquelles on n'aura peut-être pas répondu, donc vous pouvez les envoyer par email. Alors, attendez, je vais me reconnecter, je vais supprimer le partage d'écran. Voilà, donc là, vous pouvez me voir en grand. Donc, j'en profite, du coup, je peux voir aussi vos noms. Ça me fait vraiment plaisir de voir vos noms parce que je vois que vous êtes quand même très nombreux à être connectés. 200 personnes connectées, ben, c'est cool ça. Hein, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, ben, écoutez, je connais pas tout le monde, mais je vois quelques noms quand même que je connais. Alors, je vais pas citer des noms, mais je vois quand même quelques noms que je connais, notamment des correspondants ophtalmo qui m'envoient pas mal de patients. Et donc, je les remercie encore une fois de la confiance qu'ils me portent. J'espère que les patients sont contents. Donc voilà, on va être obligé de clore malheureusement cette réunion. Donc je vous souhaite à tous plein de bonnes choses. Je sais pas, vous êtes certainement pas tous en France. Je sais qu'il y a beaucoup de connectés au Maghreb. Donc je vous souhaite également plein de bonnes choses au Maghreb. Voilà. Je suis un peu triste avec ce Covid. C'est une vraie saloperie. Ça nous empêche de nous voir, ça nous empêche de vivre normalement. Voilà. Je sais pas pour combien de temps on en a. Moi personnellement, je me suis fait vacciner. En tout cas, j'ai eu la première injection. Et j'invite au maximum de gens, si vous le pouvez, à le faire également. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère qu'on se verra la prochaine fois en présentiel. En tout cas, je suis très touché de votre présence et je vous souhaite à tous une très bonne année et une très bonne santé.